Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Isifou Niamba, avant de clore cette émission sur le Burkina Faso, mutinerie au coup d'État, justement, je l'ai dit tout à l'heure, cette situation au Burkina Faso est commentée par plusieurs journalistes et selon le journal L'Observateur Palga, un putsch dans la situation actuelle dans votre pays au Burkina Faso serait une mauvaise solution à un vrai problème. Ce serait ajouter du chaos au chaos. Et le journal continue disant que, bon, sauf animé d'une ambition dévorante, quel officier censé voudrait aujourd'hui s'embarquer dans une telle aventure sans issue? Justement, il parlait de la situation où la CEDEAO ou bien la transition malienne vit sous le coup de sanctions de la CEDEAO de l'UEMOA. Quelle est votre réaction sur l'analyse du journal L'Observateur Palga, Isifou Niamba? Amos, j'ai ri parce que effectivement il y a de quoi rire. Et j'aimerais te dire personnellement que c'est ce genre d'analyse qui donne toute la légitimité à des médias comme les vôtres, sans vous mentir, sans vous flatter non plus. Merci. Et écoutez, des médias comme l'Observateur, là, nous dans nos rangs, on les appelle les enfants gâtés de la République. Parce que aujourd'hui, et ça, tous ceux qui nous écoutent pourront essayer de chercher pour comprendre. Ça veut dire aujourd'hui, quand les médias occidentaux, dans leur propagande, essayent de faire les revues de presse, en général, ce sont les médias burkinabés qui sont leurs bons élèves. Aujourd'hui, on parle de l'Observateur. Moi, je suis pressé de savoir ce que le pays, par exemple, va dire pour vous dire jusqu'à quel point nous en sommes. Est-ce que c'est parce que l'Observateur qu'il a dit que c'est vrai? Qui est l'Observateur? Dans quelle démarche est l'Observateur? D'où l'Observateur tire ses idéologies, ses analyses de la situation. J'ai dit que ces médias-là sont des perroquets. Ils sont salis systématiquement dans tout ce qui est évangélisation, nous venant de la part des médias occidentaux qui mènent un combat qui n'est pas le nôtre. Donc pour ça, voilà ce que je peux dire. Ça ne m'étonne pas du tout, mais c'est dire que c'est des gens qui vont avoir un réveil assez douloureux parce que s'ils n'ont pas compris que ce qui est en cours actuellement en Afrique de l'Ouest de façon générale, mais plus particulièrement au Sahel, ils vont avoir un réveil douloureux parce que c'est quelque chose d'historique. On va dire que le nœud de tous ces combats-là, c'est la restauration de la dignité des peuples africains. On a essayé la démocratie telle qu'elle nous est vendue par l'Occident depuis plus de 60 ans, ça n'a abouti à rien. Et cela dit, je dis et je répète comme le disait le grand frère tout de suite là, la question n'est plus de savoir est-ce que c'est un militaire ou un civil qui vient au pouvoir. Je sais par exemple que pour un pays comme le Togo, les militaires ont pris trop de poids et que ce n'est pas parce que c'est des militaires que nous devrons les combattre, c'est juste parce qu'ils n'ont pas fait du peuple et de sa volonté le centre de gravité de l'action politique. Parce que c'est ça le gros débat en fait. La question, nous aujourd'hui, on ne se pose même pas la question de savoir qui est-ce qui vient au pouvoir. La question, qu'est-ce que tu fais pour le peuple? Et si on se rend compte que tu n'es pas en phase avec le peuple et qui préfère servir d'autres intérêts qui ne sont pas les nôtres, tu nous trouveras en face et on va te combattre. Parce que c'est ça, il faut comprendre. Donc la lutte, ce qui est en cours actuellement au Sahel est une lutte historique qui vise la restauration de la dignité des peuples africains et la libération totale des peuples africains de toute forme de domination endogène et exogène. Parce qu'il faut comprendre les choses comme ça. Maintenant, qui incarne cette réalité-là? Nous, par exemple, au niveau de la COPA, nous ne sommes même pas dans l'alliement systématique. Parce que ce qui est en train de se passer au Burkina, là, nous suivons avec beaucoup d'intérêt.
à partir du moment, tout va dépendre de leur première communication. C'est-à-dire quand on va savoir que c'est des gens qui ne sont pas en phase avec cette revendication-là, qui est en fait qui est non négociable, nous serons là encore, nous allons avoir la force de nous organiser pour les combattre eux-mêmes. C'est ça. Puisqu'on a eu l'information, ça circule rapidement sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est la France qui est encore derrière, qui manipule encore ces soldats-là pour une récupération du Sahel? On ne sait pas. Comment réussir-vous à cela aussi? Bon, moi j'ai vu, comme tout le monde j'ai vu, il faut dire que aussi il y a beaucoup de propagande autour ça quoi. En général aussi, ce n'est pas les sources qui comptent, la question c'est quelle source, d'où vient l'information et qui me dit. Ça aussi c'est très important pour faire sa propre analyse. Et moi-même personnellement, mon analyse m'amène à me poser cette question simple, de bon sens élémentaire. Qu'est-ce que la France gagne à fomenter un coup d'État contre Roch-Marc Christian Kaboré? Ou qu'est-ce que la France gagne à protéger Roch-Marc Christian Kaboré? Moi, à mon niveau personnel, je pense que la France gagnerait à chercher à protéger Roch-Marc Christian Kaboré que à livrer Roch-Marc Christian Kaboré à ses propres ennemis. Personne n'a jamais fait ça. Parce que, ah oui, nous en sommes arrivés là. Si nous acceptons combattre Roch aujourd'hui, c'est parce que nous avons compris que à un moment donné, il a tenté de tirer sur toutes les ficelles, il a tenté sur la ficelle panafricaniste quand ça l'arrangeait. À un moment donné, il fait l'affaire de la France. Bon, je vais la vache, je vais le lait. À un moment donné, nous avons dit, bon, bref, lui là, il n'est pas panafricaniste, il n'est pas prêt de l'être, on va le combattre. D'accord. En tout cas, le peuple burkinabé veille au grain quand même, ici Founiamba. Nous veillons au grain et nous nous sommes organisés pour cela. Nous ne nous alignons pas de façon systématique. Parce que quand on dit démocratie, c'est le pouvoir au peuple, notre souhait a toujours été d'avoir un peuple politiquement mature et idéologiquement prêt pour mener le vrai combat. Et donc, je pense que nous sommes en train d'en arriver là. Maintenant, ceux qui vont arriver là, on entend de part et d'autre que c'est la France qui est derrière. Certains parlent déjà de la libération du général Gilbert Diendéré et tout. Nous, au niveau de la COPABF, nous ne sommes pas du tout inquiets parce que nous savons que nous avons une capacité de mobilisation pour ne plus permettre à qui que ce soit de voler notre révolution. Nous savons où nous avons notre vision. D'accord. On va conclure ce débat sur la situation qui prévaut actuellement au Mali et au Burkina Faso. Pardon, autant pour moi. Puisqu'au Mali, on en avait tellement discuté ces derniers temps. Donc, mutinerie ou coup d'État au Burkina Faso. Et justement, Adama Coulibaly, on va conclure ce débat panafricain donc avec vous. Au Togo, selon des observateurs, l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo. Ici, Founiamba, heureusement, vient de le dire également. En Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya assure la transition. Au Mali, la transition avec à la tête le colonel Assimi Goïta défie la CEDEAO après les dures sanctions qu'elle a infligées au Mali. Mais on voit que les peuples africains de la sous-région ouest africaine soutiennent en général les militaires qui font ces coups d'État. Adama Coulibaly, comment comprendre cette situation et que direz-vous pour conclure ce débat? Disons que l'Afrique, les dirigeants africains ont été des supplétifs des puissances impérialistes, pour parler en termes crus, de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale. Et l'ONU et ses différentes missions de maintien de la paix ont été des instruments de cette domination de l'Afrique. Et des guerres ont été fomentées. Lorsque le président Sarkozy de France a convaincu le président Barack Obama et les Anglais et tous les autres d'aller détruire la Libye, d'assassiner le président Kadhafi, ils n'ont pas écouté les Africains. Ils ont détruit la Libye, qui était cette année-là, selon les termes de l'OCDE, du PNUD à l'époque, et le premier pays africain en matière de développement humain, selon leurs propres critères. Mais ils ont quand même été détruits, ces pays. Ils sont en train de vouloir faire la même chose au Mali.
Ils sont en train de vouloir diviser. Ils ont voulu justement à l'Union, à l'ONU, au Conseil de sécurité, faire passer, prendre une motion pour pouvoir, une décision justement, pour pouvoir venir justifier la destruction du Mali. On a vu ce qu'ils ont fait aussi en Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo. Ils sont prêts à tout pour détruire et diviser l'Afrique et pour pouvoir continuer à dominer les Africains. Nous avons beaucoup trop souffert. L'Afrique ne peut plus, et les jeunes Africains, et aussi les militants, les vieux militants, dont certains ont consacré toute leur vie justement à défendre le continent africain, à défendre les valeurs de l'Afrique, à défendre la révolution nécessaire en Afrique pour que l'Afrique se retrouve, pour qu'il y ait ce que nous appelons au niveau à l'APP Burkindi, la World Burkindi, le chemin de la dignité. Pour qu'on puisse retrouver ça, il faut justement une cohérence dans la théorie, il faut qu'on puisse théoriser nous-mêmes notre propre vision politique et qu'on puisse revenir sur nos valeurs pour trouver justement ce qui fonde notre idéologie de vivre ensemble. Et ça, tout ça, c'est possible. Donc, ce que nous voyons au Mali, ce que nous voyons en Guinée, ce que nous voyons dans d'autres, au Burkina, et ce que nous voyons aussi, les jeunes qui se sont fait massacrer par l'armée française aussi au Mali et au Niger, qui s'étaient positionnés devant le convoi qui a quitté le Burkina. On a tiré sur eux. Et les témoins oculaires disent que c'est l'armée française qui a tiré sur ces jeunes. Ce que nous voyons là, c'est le réveil justement amplifié de l'Afrique qui veut sa liberté, qui veut retrouver sa dignité, qui a été piétinée depuis si longtemps. Comme dirait Sonko, il faut que les Occidentaux, la France en premier lieu, puissent lever son genou de notre cou. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que quand on regarde la démonstration de force qui a été faite par le peuple malien, et que la presse occidentale et certaines presses acquises dans nos pays parlaient de milliers de manifestants alors qu'il y en a eu des millions, et que partout dans le monde aussi, la jeunesse africaine a célébré. Nous-mêmes, nous avons manifesté. J'étais samedi dernier encore, et le samedi d'avant encore, à des manifestations devant l'ambassade du Ghana. Et là, c'était devant l'ambassade du Mali. Ensuite, nous avons eu un grand meeting à la Bourse du Travail des Saint-Denis, où c'était plein avec des Africains de partout, de tous horizons qui étaient là. Il y a une mobilisation internationale. Mais c'est surtout en Afrique que ça se passe. La jeunesse a compris, cette jeunesse qui se mobilise, qui s'est toujours mobilisée, parce que la France nous avait montré le chemin à l'époque. Mais pourquoi, depuis tant d'années, nous sommes toujours dans cette situation? À plusieurs reprises, l'Afrique a voulu se rattraper. Rappelez-vous, en 89, au début des années 90, la révolte des Africains, ça a commencé au Bénin où le président Kérékou était tombé. Eh bien, on nous a ramené des prétendus spécialistes, mais des gens qui ont été formés aux méthodes occidentales, avec une vision occidentalo-centrée, pour venir imposer une manière de gouverner dans nos pays. Il faut que nous puissions nous-mêmes nous rassembler pour comprendre ce qui se passe, qui est en marche, et accompagner nos peuples là-dessus, parce que nos peuples veulent du changement, sinon nous sommes morts. Sinon, les meilleurs d'entre nous, comme ils l'ont fait auparavant, vont être assassinés, comme ils l'ont fait avec Lumumba, comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara et bien d'autres. Et donc, il faut que nous fassions attention et que nous soyons ensemble, que nous soyons vigilants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du réveil de l'Afrique qui veut se libérer, qui veut retrouver sa dignité et des résistances de ceux qui ont toujours sucé le sang de l'Afrique, toutes les richesses de l'Afrique, et qui ont maintenu l'Afrique en esclavage, en colonisation, travaux forcés, et aujourd'hui qui maintiennent l'Afrique dans l'ignorance crasse. Eh bien, il s'agit de se libérer définitivement et de retrouver sa dignité. Et c'est ça qui compte. Et peu importe, le scénario n'est pas écrit d'avance. Mais il faut que nous soyons vigilants. Pour les agents qui sont envoyés pour remplacer ceux qui sont grillés, il faut que nous puissions les identifier, les débusquer, les démasquer, les débusquer et les combattre. Et ça, nous sommes prêts à ça. Et il faut que l'Afrique se libère et que le Burkina se réveille de ce cauchemar dans lequel il est plongé depuis l'accession au pouvoir du MPP. D'accord. Et de ses alliés. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Dr Adama Coulibaly, président de APP Burkindi, l'alternative patriotique panafricaine. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. On va également conclure ce débat. Ansara. Merci beaucoup. On va conclure ce débat également avec
Issifou Niamba qui nous accompagne en ligne depuis Burkina Faso. Je vous pose la même question. Nous sommes dans une émission panafricaine. On dit souvent que l'Africain s'indigne, mais on ne s'organise pas comme il faut. La même situation, les populations au Togo la vivent aussi au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Alors, Issifou Niamba, vous l'avez dit tout à l'heure qu'au Togo, l'armée a plutôt de poids dans la gestion du pays. En Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya a su la transition après ce coup d'État salutaire, selon des Guinéens. Surtout au Mali, la transition, avec à la tête le colonel Assimi Goïta, défie la CEDEAO après les dures sanctions qu'elle a infligées au Mali. Mais on voit que beaucoup de peuples africains, surtout de la sous-région ouest-africaine, on soutient en général ces militaires qui font ces coups d'État. Comment comprendre cette situation? Comment aller à une synergie d'action? Les Togolais, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés et les Guinéens. Que dites-vous pour conclure ce débat? Puisque toute l'Afrique de l'Ouest, plutôt, surtout, veut se départir de la France-Afrique. Issifou Niamba. Amos, déjà Sankara disait qu'il n'est jamais facile de tirer des conclusions sur l'avenir d'un peuple. Donc, en parlant au peuple togolais, je n'entends vraiment pas donner de leçons au peuple togolais parce que je sais qu'il est suffisamment mûr pour savoir ce qui est bien pour lui. Mais je voudrais dire qu'il ne doit pas se tromper de combat. Parce que je sais que la situation est dure aujourd'hui parce que voilà deux pays, par exemple, le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est encore l'un des pays qui compte le plus de réfugiés politiques dans le monde. Pour ce qui compte de l'Afrique de l'Ouest, c'est des signes qui ne trompent pas. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'il y a un vent qui court, faisant en sorte que les peuples misent plus leur confiance aux militaires que nous devrions considérer des militaires, parce qu'il faut appeler le chat par son nom, les militaires en place au Togolais, est-ce qu'il faut miser notre confiance à eux? Non, parce que justement, il ne faut pas s'aimer l'amalgame, il ne faut pas s'aimer la confusion. Si c'est des militaires ou des civils qui sont au pouvoir, tout dépend de la manière dont ils sont venus. Sans m'en abuser, je pense que le pouvoir en place actuellement, le pouvoir lui a été légué à un père même qui est resté pendant longtemps un des patins de l'impérialisme occidental. Voilà pourquoi je dis que je n'ai pas de leçon à donner au peuple togolais qui saurait prendre ses responsabilités à temps, mais je leur dis simplement de ne pas se tromper de combat et de savoir qui peut compter sur nous. Moi, personnellement, j'ai des camarades togolais que nous avions réussi en tant que réfugiés politiques. Je sais que c'est l'un des pays qui a payé le plus lourd tribut en termes de sang versé à cause de ces politiciens-là. À un moment donné, l'élan qui est en cours là ne doit pas s'arrêter au Burkina, ça c'est sûr. Que ce soit par des militaires ou tout autre, à un moment donné, l'Afrique a besoin de dirigeants capables. Et pour moi, un dirigeant capable, c'est un dirigeant qui est un leader confirmé. Un leader confirmé, c'est quelqu'un qui est devant le peuple pour le guider, mais il est au sein du peuple pour partager ses souffrances avec lui, mais derrière le peuple pour le défendre. Je pense que quand on regarde le gouvernement togolais actuellement, nous sommes loin du compte. Et je pense que nous allons, dans les jours à venir, développer davantage de solidarité. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, nous, au sein de la COPA, nous avons juré que tous les chefs d'État qui sont allés s'asseoir pour sanctionner le peuple malien, parce qu'ils n'ont pas sanctionné le gouvernement malien, c'est le peuple malien qu'ils ont sanctionné, et chacun va payer en sa façon, chacun va avoir des difficultés dans son pays. Donc c'est des mots de salutation au peuple togolais et à la jeunesse consciente en lutte, et de savoir qu'ils ne sont pas seuls et que le combat est légitime, et que, comme je disais, il n'y a pas de conclusion à tirer. La lutte, elle est évolutive. D'un moment à un autre, ça va arriver
pourvu qu'ils tiennent le flambeau de la lutte, même s'ils sont minoritaires. De toute façon, ce sont les minorités qui ont toujours changé les choses dans le monde. Donc, on est avec eux aujourd'hui, on est avec eux demain, on a une histoire commune, on a un destin commun et le combat, il est horizontal. Donc, encore une fois, un hommage à la jeunesse en lutte au Togo. Merci, merci. En tout cas, je sais que le peuple burkinabé aussi soutient le peuple malien, le peuple guinéen, le peuple togolais. Nous devons aller à une synergie d'action pour libérer du moins l'Afrique francophone. En tout cas, merci beaucoup Isifo Nyamba. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de COPA BF, Coalition des patriotes africains au Burkina Faso. Merci d'avoir participé à ce débat panafricain. Et merci également à des milliers d'auditeurs qui nous ont suivis depuis Ouagadougou, depuis le Mali, depuis Dakar, depuis Guinée-Conakry, et même dans tout le monde entier. Merci à vous pour votre fidélité. On ne peut pas oublier de citer encore une fois Joseph Kizebou, l'historien burkinabé, qui disait « Nanlara en Sahara ». Si nous nous couchons, nous sommes morts. Et notre grand patriote, paix à son âme, feu Thomas Sankara l'a dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio, à vous l'été. Bonsoir. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.